je vais vous parler ce matin d'un nouveau cas de syndrome oculo-cérébro-facial de Kaufman causé par deux nouveaux variants d'épissage du gène UBE3B. Donc je vais vous parler de Thibaut, c'est un jeune homme de 21 ans dont l'histoire commence avec la découverte d'une tétralogie de Fallot en anténatale. Il est né à 37 semaines d'aménorrhée plus 3 jours par un accouchement qui a été déclenché pour prise en charge justement de la tétralogie de Fallot et pour diminution des mouvements fœtaux. Donc à la naissance, la bière était à 8-10, le poids de naissance à 2200 grammes, le périmètre crânien à 30 cm. Donc pendant les 6 premiers mois de sa vie, il a été hospitalisé en néonate pour justement la prise en charge de la tétralogie de Fallot, pour un retard de croissance parce qu'il avait une succion pauvre et il a fallu mettre en place une nutrition entérale continue. Et par ailleurs, il avait aussi une luxation congénitale de hanche qui a dû être opérée. Par ailleurs, pendant cette hospitalisation, en fait, il y a eu un avis génétique qui avait été pris et qui évoquait initialement un syndrome de Townes-Brocks. Donc au niveau du développement psychomoteur, au début de vie, il y avait une hypotonie. La tenue assise a été acquise vers 24 mois, la marche vers 4 ans et 5 mois. À 21 ans, il n'avait toujours pas de langage oral, mais selon ses parents, il arrivait quand même à comprendre ce qu'on lui disait et à s'exprimer à sa façon. Il ne s'habille pas seul, la propreté n'était pas acquise, mais par contre, il arrivait à manger seul. Le comportement est plutôt jovial, même si à un moment dans son enfance, il a eu pendant quelques temps un regard un peu fuyant, un désintérêt pour son environnement, mais ça s'est corrigé vers ses 10 ans. La scolarité a d'abord été initiée au CAMS, puis après il a été scolarisé en IME en semi-internat. Donc à l'examen physique, il mesure 1,70 m, il pèse 47 kg, donc qui est inférieur à moins de déviation standard, donc il y a quand même un retard pondéral. Le dernier périmètre crânien a été pris vers ses 9 ans, il était à 49,5 cm, donc à moins 3 ds. Il a par ailleurs une surdité partielle avec une autorée chronique en lien avec des otites à répétition. Il a aussi une mydriase importante, une scoliose dorsale et des pieds remarqués qui ont été pris en charge en orthopédie. Donc en examen complémentaire, il a une IRM cérébrale à ses 3 ans et 3 mois, qui retrouvait un aspect anormal des nerfs optiques et des globes oculaires, mais qui par contre ne retrouvait pas d'anomalie cérébrale. Par ailleurs, en même temps, il a eu un scanner des rochers qui retrouvait une malformation des conduits auditifs externes pour expliquer justement la surdité et l'autorée chronique. Donc au niveau dysmorphique, là vous pouvez voir les photos de Thibaut. Donc on peut voir justement qu'il a une brachycéphalie avec une asymétrie faciale. Au niveau des yeux, en fait, il a un hypertellurisme avec un télécanthus, une microphthalmie et un blépharophimosis. Au niveau des oreilles, justement, on peut voir aussi qu'elles sont petites et plutôt mal ourlées. Il avait un excès de peau au niveau du cou. Au niveau génital, il avait un scrotum bifide avec une cryptorchidie. Il avait aussi un anus antéposé avec une imperforation anale qui a été opérée. Et au niveau des membres, il avait une implantation anormale des pouces sur les 2 mains avec un pli palmaire transverse unique, bilatéral, et aussi ses pieds creux. Donc son histoire familiale, du côté paternel, il n'y avait pas d'antécédent particulier. Du côté maternel, on retrouvait 2 cas de déficience intellectuelle, donc chez une cousine du côté maternel et chez la sœur de sa grand-mère maternelle. Et par contre, il n'avait pas du tout les autres signes en fait, que présentait Thibaut, ni la dysmorphie. Donc, il a eu des analyses génétiques, il a eu un karyotype en anténatal qui est revenu normal. Peu après la naissance, il a eu la recherche d'une dysomie uniparentale du chromosome 7 qui n'avait pas été retrouvée. Pendant l'enfance, il a eu une CGH qui est revenue normale. Devant justement l'évocation initiale d'un syndrome de Townes-Brocks, on avait discuté l'analyse du gène SAL1, mais qui finalement n'avait pas été réalisée parce qu'il n'y avait pas d'argument clinique majeur. Et finalement, il a eu un exome dans le cadre du GODIMS2, qui a retrouvé 2 variations d'épissage en trans dans le gène UBE3B et donc hérité de chacun de ses parents. Donc en C.1622 plus 1 G-versé qui était hérité de son père, et en C.1956 plus 3 G-versé hérité de sa mère. Donc concernant le variant paternel, il se trouve sur un site canonique d'épissage, donc il y a une perte du site donneur d'épissage, et il était prédit comme pathogène initialement parce que c'est justement une variation tronquante dans un gène dont la perte de fonction est décrite dans un syndrome. Par ailleurs, il n'était pas répertorié dans GNOMAD et il était aussi prédit comme pathogène par les outils de prédiction d'épissage. Concernant le variant maternel, c'était plus compliqué à définir parce qu'il était classé comme variant de signification incertaine, vu que justement il est situé en plus 3, donc pas dans un site canonique d'épissage. Mais il y avait quelques arguments comme quoi il serait pathogène, notamment le fait qu'il n'était pas répertorié dans GNOMAD et qu'il y avait un variant pathogène retrouvé en trans. Donc pour étudier justement ces 2 variants, on a réalisé une étude par minigène. Donc on a réalisé un modèle artificiel avec POLR2G dans lequel on a inclus les exons 15 et 16 pour l'analyse du variant paternel. Donc après, quand on analyse les ARN transcrits, on remarque qu'au niveau du wild type,
Les deux exons sont bien transcrits comme il faut sans rétention d'introns, alors que quand il y a la variation, on remarque que l'ARN messager, il y a une rétention de 61 paires de bases de l'intron 15, et quand on fait un séquençage Sanger justement de cet intron 15, on remarque qu'assez rapidement, en fait, il y a un codon stop qui apparaît, donc du coup, il y a une perte de fonction du gène. Et concernant le variant d'origine maternelle, on a refait la même étude par mini-gène, mais en incluant l'exon 18 et les introns flanquants. Et quand on regarde les ARN messagers, on voit que au niveau du wild type, on a un pic justement de 353 paires de bases, alors que quand on regarde la mutation, on a quand même un léger pic à 353 paires de bases, mais le grand pic se retrouve surtout à 256 paires de bases, donc il y a un saut d'exon en fait, de l'exon 18. Et en fait, cet exon 18, il fait 100 paires de bases, donc il n'est pas un multiple de 3. Donc avec un saut de cet exon, il y a un décalage du cadre de lecture qui fait que la mutation est aussi tronquante. Donc le gène UBE3B, c'est un gène situé en 12q24.1 qui code pour une E3 ubiquitine ligase. Donc les E3 ubiquitine ligases, en fait, c'est des enzymes qui sont impliquées dans la dégradation des protéines, principalement par la voie du protéasome. Donc les E3 ubiquitine ligases, dans cette voie-là, en fait, ils servent à accrocher l'ubiquitine sur la protéine cible. Il en existe plus de 600 différentes, et c'est justement cette enzyme E3 qui fait la spécificité de la voie, vu qu'il est spécifique de chaque protéine pour chaque E3. Donc les substrats de UBE3B, c'est le BCKDK, donc le Branch Chain alpha-kératocide déshydrogénase kinase, qui est un facteur régulateur en fait, de la lipogénèse neuronale et le cycle de Krebs. Et c'est par ailleurs une protéine qui a déjà été décrite comme étant impliquée dans des pathologies du neurodéveloppement. Dans une moindre mesure, il y a un autre substrat, donc le PPV3CC, qui est la sous-unité gamma de la calcinurine. Donc la fonction principale de ce gène, en fait, c'est la morphogénèse et la différenciation neuronale. Donc, concernant le syndrome oculo-cérébro-facial de Kaufman, c'est un syndrome autosomique récessif par mutation du gène UBE3B. Au niveau dysmorphique, on peut retrouver une microbrachycéphalie, avec au niveau oculaire une microphthalmie, un blépharophimosis, un ptosis, des fentes palpébrales obliques en haut et en dehors, un épicanthus et un télécanthus, et une implantation des sourcils assez particulière, avec des sourcils qui débutent assez bas en dessous de l'arche orbitaire, et qui remontent très haut assez rapidement, et qui finissent de façon clairsemée. Le nez est petit avec des narines antéversées, on retrouve un philtrum long, une micro-rétrognathie, des lèvres fines, un palais haut et étroit et une fente palatine. Et au niveau des oreilles, elles sont bien implantées avec des lobes hypoplasiques, un hélix fourlé. On retrouve aussi une sténose du conduit auditif externe et une marque prétragienne. Concernant les signes justement crânio-faciaux, ils sont quasi constants ou constants, sauf la microphthalmie et la fente palatine qui sont trouvées que dans la moitié des cas. Et au niveau du squelette, on peut retrouver un thorax en cloche avec un pectus carinatum, des doigts longs et fins avec une hyperextensibilité de la métacarpophalangienne, un coxa valga, une luxation congénitale de hanche et un métatarsus varus. Et pour chaque signe squelettique, ils sont retrouvés pour chacun dans à peu près un tiers des cas. Donc là, vous pouvez voir des photos justement de différents individus atteints du syndrome oculo-cérébro-facial de Kaufman, avec justement, j'ai rajouté les photos de Thibaut pour comparer, où on peut remarquer que le phénotype est quand même assez homogène et qu'ils présentent tous à peu près la même dysmorphie, notamment au niveau des yeux et des oreilles. Donc au niveau des zones sites cliniques, donc au niveau neurologique, on retrouve une déficience intellectuelle modérée à sévère, avec une absence de langage et une hypotonie qui est quasi constante. Dans la moitié des cas, on peut retrouver une épilepsie, mais sans anomalie retrouvée à l'électroencéphalogramme. On peut retrouver dans la plupart des cas des anomalies à l'IRM, avec notamment une hypoplasie ou une agénésie du corpus callosum. Et dans tous les cas, le comportement est sociable. Au niveau neurosensoriel, on peut retrouver un strabisme, des anomalies de la réfraction, des anomalies du nerf optique et une surdité de transmission mixte qui sont à peu près présentes dans la moitié des cas. Au niveau de la cardiopathie congénitale, donc on peut retrouver une sténose de l'artère pulmonaire, une hypertrophie septale, une communication interventriculaire ou interatriale et une coarctation de l'aorte, sachant que la cardiopathie est retrouvée dans à peu près un quart des cas. Les anomalies rénales et génitales sont assez rares et finalement peu spécifiques. Au niveau respiratoire, on peut retrouver dans la moitié des cas une laryngomalacie ou une trachéomalacie qui peut induire un stridor en fait, dans la petite enfance. Au niveau digestif, donc on retrouve un retard de croissance staturopondérale quasi constant avec des difficultés alimentaires par succion pauvre, pylorospasme et reflux gastro-œsophagien qui, dans la moitié des cas, nécessitent une alimentation par gastrostomie. On retrouve aussi, dans un peu moins de la moitié des cas, une constipation. Par contre, c'est vrai qu'on se posait la question de l'anus antéposé qui a été décrit chez Thibaut ou qui n'a jamais été décrit avant
et qu'on pouvait justement se poser la question de savoir si ce n'était pas un nouveau signe justement de ce syndrome. On peut retrouver aussi des anomalies du bilan lipidique dans un peu plus de la moitié des cas, avec une baisse du LDL et du HDL cholestérol. Donc en conclusion, il s'agit d'un diagnostic d'un nouveau cas de syndrome oculo-cérébro-facial de Kaufman chez un garçon conçu à Brest avec un phénotype compatible et 2 variants d'épissage en trans qui ont été retrouvés dans le gène UBE3B à la suite d'un exome dans le cadre du GODIMS2. Et par ailleurs, on a une petite surprise aussi lors de cet exome parce qu'on a eu la découverte incidente d'un variant pathogène dans le gène MYBPC3 qui a été hérité de son père et pour lequel actuellement on suit les membres de la famille pour essayer justement de faire un dépistage présymptomatique de cette variation qui est décrite comme clairement pathogène. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous pouvez redire, c'est un gène de prédisposition aux cardiopathies, c'est ça, la découverte incidente? Là, oui, à la base, le premier signe qui est apparu, c'est justement la cardiopathie en anténatale. Non, mais la découverte incidente. oui, c'est les cardiomyopathies, pardon. Donc vous avez mis les cardiologues dans la boucle. C'est ça. Des questions? C'est un bel exemple des résultats du travail de l'Ouest de Hugo Dims, qui a fait avancer les choses. Merci. Il y a une question et un commentaire. La première question, vous arrivez à détecter l'ARN, enfin ces ARN chez ce patient avec la rétention électronique? Ils ne sont pas dégradés? Ça, j'en ai aucune idée. On n'a pas recherché sur l'ARN directement, on n'a pas été... D'accord. Immunigène, on n'a pas fait d'analyse de l'ARN. D'accord. Merci. C'était la réponse. Excusez-moi. Oui, non, c'est une bonne question. On n'a pas été rechercher en fait l'ARN du patient. Pour l'instant, on était resté sur les études minigènes. Après, pour le premier variant, ça se posait la question déjà de faire le minigène pour le plus 1. C'était surtout parce qu'on en faisait un pour le plus 3 pour être sûr. Mais voilà, c'était le plus 1, il n'y avait pas de souci pour la pathogénicité de ce variant. Et la deuxième question, cette famille est souvent régulée pour son expression protéique par son antisens. Est-ce que vous avez checké un antisens pour ce gène très précisément? Non. Je ne sais pas non plus. Désolé, merci. C'est la suite.